Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir Storia Voce contre un don à notre association, puisque Storia Voce est une radio associative. Et bien contre un don, vous pouvez recevoir un livre d'un de nos partenaires, les éditions Perrin, Talendier ou bien Fayard. Rendez-vous pour ce faire dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet, donc storiavoce.com. Au mois de mai 1798, Bonaparte s'engage dans une expédition qui participera de sa légende. En effet, la campagne d'Égypte porte avec elle un mythe qui fascine. Les noms des pyramides, du mont Tabor ou bien encore d'Aboukir résonnent dans l'imaginaire d'un public séduit autant par l'histoire, celle des pharaons, celle d'Alexandre, que par les charmes de l'Orient. Campagne militaire, mais aussi expédition scientifique, la présence française sur cette terre inconnue reste pourtant un échec. Pourquoi la France de la Révolution s'est-elle engagée si loin ? Comment la population arabo-musulmane va-t-elle accueillir ces hommes ? Quelles furent enfin les grandes heures de cette campagne, mais aussi ces heures sombres? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Jacques-Olivier Boudon. Jacques-Olivier Boudon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, professeur à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes président d'une petite institution qui s'appelle l'Institut Napoléon, qui a un rayonnement bien évidemment mondial, et vous êtes directeur scientifique de la bibliothèque Marmottan, et vous venez de publier aux éditions Belin la campagne d'Égypte. Vous êtes bien évidemment auteur de nombreux ouvrages, et je renvoie nos auditeurs à notre site pour en savoir davantage. Jacques-Olivier Boudon, l'évocation de l'Égypte exerce d'emblée une fascination. Et vous le dites dès les premières pages de votre livre, la campagne d'Égypte, c'est au fond le choc de deux mythes. Le choc de deux mythes, le mythe égyptien, qui est un mythe ancien, qui fonctionne encore et peut-être plus encore que dans d'autres époques à la fin du XVIIIe siècle. C'est l'Égypte des pharaons, c'est l'Égypte aussi des croisades. On pense à Saint-Louis et à l'expédition qu'il y a conduite. Et à ce mythe égyptien va se confronter le mythe naissant de Napoléon Bonaparte. En 1798, lorsqu'il part vers l'Égypte, c'est encore un jeune général, il a moins de 30 ans, mais il a déjà forgé une partie de sa légende en Italie, et il va se confronter à ce territoire égyptien, et il va transformer l'expédition d'Égypte en une véritable page de son épopée, alors que on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Ça n'est pas une page très glorieuse, malgré les noms que vous avez cités, des pyramides, d'Aboukir, donc la victoire terrestre, ou du mont Tabor. Il y a eu aussi beaucoup d'insuccès au cours de cette campagne. Vous le dites là aussi dès les premières pages de votre ouvrage, c'est une guerre asymétrique, et vous la comparez. Comparaison n'est pas raison, mais c'est très éclairant de voir par exemple que l'on peut comparer cette campagne d'Égypte dans sa violence à par exemple la guerre d'Espagne. Elle peut être comparée en effet à la guerre d'Espagne. D'ailleurs, plusieurs des acteurs de la campagne d'Égypte se retrouveront en Espagne et feront le rapprochement, mais on peut aussi la comparer à des campagnes antérieures, et en particulier à la guerre de Vendée. Là encore, un certain nombre des soldats qui sont présents en Égypte ont fait les guerres vendéennes et racontent c'est notre guerre de Vendée. C'est-à-dire que l'idée finalement d'une population qui se soulève contre l'occupant, qui va pratiquer une guerre nécessairement différente, avec des moyens qui sont des moyens très modestes et harcèlement, comme on le verra encore en Espagne, comme on le voit aussi à l'époque de la campagne de Calabre en 1806. On a là une forme de guerre à laquelle les soldats de la Révolution ne sont pas habitués,
qui ne découvre pas totalement, mais qui les surprend véritablement et qui va poser toute une série de problèmes parce qu'ils s'attendaient à une expédition finalement assez simple et ils se trouvent confrontés à une guerre incessante. Ils sont sans cesse harcelés, sans parler des révoltes comme celle du Caire qui vont beaucoup influencer sur le moral des troupes. Événement paradoxal, d'un côté la science avec la fameuse expédition scientifique des grands noms comme Vivien Denon et d'un autre côté une guerre d'une violence inouïe. Les savants qui sont présents, environ 170 savants, conduits par Monge, qui a été l'organisateur, donc fondateur de l'école polytechnique, qui a été avec Bonaparte l'organisateur de cette expédition scientifique. Les savants vont être eux aussi confrontés à la violence. Alors, naturellement, ils ne participent pas au combat, mais ils sont présents puisqu'ils accompagnent l'armée. S'ils sont plutôt en arrière, mais quand ils vont vers le Caire notamment, ou même lorsqu'ils participent à l'expédition vers la Haute-Égypte de Dessay à partir de l'été 1798, ou lorsqu'ils vont en Syrie au début de 1799, ils sont directement confrontés au combat, et d'ailleurs les pertes seront non négligeables, y compris du côté des savants qui vont également mourir. Alors certains dans la fameuse révolte du Caire d'octobre 1798, beaucoup mourront de maladies, de la peste, ou pris dans des échauffourées par des troupes d'Arabes du désert, par exemple. Mais il est vrai que la présence des savants en Égypte est quelque chose d'assez inouï. 170 hommes qui vont prospecter, qui vont faire un grand nombre de découvertes, et la grande force de Napoléon précisément, ce sera de balayer les échecs militaires en promouvant les succès scientifiques et en démontrant que l'expédition d'Égypte a été une formidable découverte d'un pays dont on ignorait beaucoup, et en ce sens, il a réussi finalement à mettre en œuvre, à mettre en scène cette expédition comme une grande aventure scientifique. Alors venons-en aux origines de l'expédition. Pourquoi aller si loin alors que nous sommes toujours en pleine révolution, qu'il y a un régime qui va, mais il reste quand même une forme d'instabilité à l'intérieur. L'une des raisons de l'expédition d'Égypte, c'est l'incapacité de l'armée française de se déployer en Angleterre. Il y avait eu un projet d'invasion de l'Angleterre. Napoléon Bonaparte, au retour d'Italie, a été nommé général en chef d'une armée d'Angleterre, mais il s'est très rapidement rendu compte que débarquer en Angleterre était impossible, d'où cette idée d'aller combattre les Anglais ailleurs, sur la route des Indes en particulier, puisqu'une grande partie du transport, du commerce des marchandises qui vont de l'Inde à l'Angleterre passe par la mer Rouge, Suez, et puis ensuite sont envoyés jusqu'à Alexandrie et reprennent la mer jusqu'à l'Angleterre. Donc l'idée, c'est d'aller combattre l'Angleterre à travers son commerce pour détruire l'économie anglaise. Et puis cela rejoint un vieux projet qui est né sous le règne de Louis XV, que Talleyrand a connu, qu'il va remettre en avant précisément en 1797 en écrivant en ce sens au Directoire. Ce projet, c'est de substituer aux colonies perdues, notamment la Nouvelle-France, mais aussi les Indes au sortir de la guerre de 7 ans, de substituer à ces colonies une nouvelle colonie qui serait l'Égypte, dont on pense qu'elle est une proie facile. Elle appartient à l'Empire ottoman, mais l'Empire ottoman est fragilisé à la fin du XVIIIe siècle, et on imagine qu'on pourra la conquérir sans mal, d'autant plus qu'un certain nombre d'observateurs, des hommes comme Volney, comme Savary, ont écrit sur l'Égypte et ont en quelque sorte insufflé l'idée que l'on pourrait assez facilement s'en emparer. Donc l'idée est bien accueillie, il y a malgré tout des détracteurs de cette expédition ? L'idée n'est pas accueillie à proprement parler puisque le projet reste secret. Jusqu'au moment où les hommes, où les soldats vont aborder finalement les côtes de l'Égypte, ils ignorent où ils vont. Voilà. Alors certains en ont le sentiment. D'ailleurs, tel ou tel officier achète les livres de Volney ou les lettres de Savary pour s'acclimater au pays qu'ils vont rencontrer, mais la plupart sont censés ignorer où ils vont. Néanmoins, on voit déjà dans la presse se développer cette idée. Et finalement, l'idée que la Révolution va exporter ses principes vers l'Égypte, comme elle l'a fait vers l'Italie, vers la Hollande ou vers la Suisse,
ne posent pas véritablement de problème. Les seuls qui pourraient être inquiets, ce sont ceux qui commercent avec l'Empire ottoman et qui pourraient s'inquiéter de cette rupture d'une alliance traditionnelle entre la France et l'Empire ottoman. C'est les fameux accords qui permettent la constitution des échelles du Levant. Mais ces mêmes négociants savent aussi que de toute manière la période est très instable, que le commerce est lui-même entravé par la présence de la flotte anglaise en Méditerranée. Et finalement, il y a un relatif consensus autour de cette expédition. C'est une grosse expédition par rapport à d'autres campagnes militaires que l'on connaît en Europe. Alors c'est une expédition importante en termes numériques, cela représente 35 000 soldats, dont un peu plus de 2000 officiers qui sont embarqués sur près de 400 navires. Des chevaux aussi. Il y a quelques chevaux, assez peu nombreux les chevaux, la plupart des cavaliers partent avec leur selle, le harnachement, mais espèrent trouver des chevaux sur place. Alors, simplement les officiers supérieurs sont dotés de chevaux, mais surtout il faut près de 400 navires, dont à peu près 70 navires de guerre qui vont escorter l'escadre et qui eux-mêmes portent à leur bord des soldats. Donc ça fait au total, si on additionne les 35 000 soldats et environ 12 à 13 000 marins, c'est environ 46 à 47 000 hommes, dont 300 femmes, d'après les chiffres que l'on peut avoir, qui se dirigent vers l'Égypte. Il y a même des civils pour l'administration de la guerre, il y a les savants. Bref, ça fait entre 45 et 48 000 hommes. Les chiffres sont indécis, mais on a à peu près l'ordre de grandeur de cette expédition, qui est une expédition importante, mais parce qu'elle se déploie, elle se projette de l'autre côté de la Méditerranée. C'est plus important, par exemple, que l'expédition de Saint-Domingue, qui aura lieu 2 ans plus tard et qui emportera à peine 30 000 hommes. Pourquoi prendre Malte, au passage ? L'île de Malte est un verrou, en quelque sorte, entre la Méditerranée occidentale et la Méditerranée orientale. C'est une île indépendante, en fait. C'est une île à l'époque indépendante, qui est possession de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les fameux chevaliers de Malte, qui ont la particularité d'être composés par une forte minorité de Français issus de la noblesse d'Ancien Régime, avec beaucoup de chevaliers qui ont émigré ou qui appartiennent à des familles d'émigrés. Donc il y a aussi derrière la conquête de l'île de Malte l'idée que l'on va aller finalement se tourner contre un foyer de la contre-révolution. Cet aspect idéologique a pu également jouer, mais surtout c'est une position stratégique qui permet d'avoir une base arrière, puisqu'on espère donc pouvoir ensuite continuer les relations entre la France et l'Égypte. On n'imagine pas à ce moment-là que la flotte sera détruite à Aboukir et que donc l'armée française sera prisonnière de sa conquête. C'est une conquête facile, Malte. C'est une conquête facile puisque très rapidement, alors que la forteresse de La Valette était considérée comme imprenable, celle-ci se rend à l'armée française. Il est vrai que les chevaliers de Malte sont impressionnés par la masse humaine qui se présente devant eux, cette flotte de près de 400 navires qui vient devant le port de Malte. Donc ils vont céder assez rapidement et l'île est conquise. D'ailleurs avec là aussi des violences dont on parle assez peu, mais des pillages de plusieurs villes et villages de l'île, des exactions nombreuses qui vont du reste contraindre Napoléon Bonaparte à prendre des mesures un peu plus tard pour suggérer à ses soldats d'être moins violents lors de la conquête de l'Égypte. C'est la fameuse déclaration du 22 juin 1798 qu'il adresse à ses troupes alors qu'il est encore embarqué sur le navire l'Orient. Une consigne qui sera pas vraiment respectée, on le verra. Elle le sera au début et puis rapidement la guerre asymétrique dont nous parlions fait que les soldats vont adopter d'autres mœurs, d'autres méthodes de guerre extrêmement violentes en effet. Alors vous présentez la traversée de la Méditerranée, ce n'est pas une chose facile parce que ce ne sont pas du tout des marins. On n'a pas affaire ici à des marins, mais à des soldats, à de simples soldats. Et plus étonnamment, l'expédition commence au pire moment de l'année, c'est le début de l'été. Nous sommes au mois de juin 1798. C'était volontaire que de partir à ce moment de l'année, ou était-ce fortuit, une erreur ? Alors c'est à la fois
produit d'un contexte qui fait qu'on a abandonné en février l'idée de débarquer en Angleterre, qu'on a pris la décision en mars d'organiser l'expédition d'Égypte. Il faut quand même quelques semaines pour réunir ces dizaines de milliers d'hommes dont je parlais, pour appareiller les navires, etc. Il y a eu quelques retards au départ puisqu'on devait partir quelques jours plus tôt, donc à la mi-mai. Donc la fenêtre de tir, comme on dirait aujourd'hui, est assez courte, et elle vient rencontrer une autre fenêtre de tir très importante, c'est que l'on ne peut pas débarquer en Égypte, qui de ce point de vue-là est assez bien protégé, au moment des crues du Nil, c'est-à-dire à partir de la fin du mois d'août, le terrain est impraticable, et même si l'on débarquait, on se retrouverait dans une configuration, un territoire complètement inondé qui ne permettrait pas l'avancée des troupes. L'autre avantage de débarquer en été, malgré la chaleur, en tout cas au début de l'été, c'est que les greniers, si je puis dire, sont pleins, les récoltes viennent de rentrer dans les villages, et on sait qu'on va pouvoir trouver de l'approvisionnement. Ça, c'est le consul français au Caire qui avait souligné cet aspect des choses auprès des hommes du directoire. Donc, il y a un double contexte qui peut expliquer ce choix surprenant quand on sait que c'est la période où il fait le plus chaud en Égypte, et bien entendu les soldats vont s'en plaindre. La chaleur est un des principaux ennemis de l'armée lorsque celle-ci débarque en Égypte, mais c'était finalement le meilleur moment pour être certain d'avoir des approvisionnements et de pouvoir débarquer. Donc Charles Magalon, qui était négociant marseillais installé au Caire, alors, les troupes arrivent à Alexandrie, elles débarquent, et le débarquement, en dépit du fait que ce soit la période la plus propice de l'année pour débarquer, n'a pas été, on va dire, de tout repos, et immédiatement, et ça c'est un leitmotiv dans votre livre, les soldats souffrent de la chaleur et sont mal approvisionnés. Alors, si je parle beaucoup de cette difficulté des soldats à vivre cette guerre, c'est parce que on parle souvent d'expédition d'Égypte comme si c'était une aventure héroïque, tout se serait bien passé, on passe d'Alexandrie au Caire, une sorte de croisière qui se déroulerait sans difficulté. Or, d'emblée, dès le débarquement, y compris même lorsque les canaux sont affrontés à la houle qui va jeter une partie des soldats à la mer, lorsqu'ensuite ils débarquent, qu'ils se retrouvent quasiment sans vivre. Alors ils ont un peu d'approvisionnement, mais ils s'aperçoivent qu'ils arrivent dans une contrée où il n'y a pas d'eau, ou une eau saumâtre, et les premiers jours, y compris après la conquête d'Alexandrie, qui va s'opérer sans grande difficulté parce que la résistance est faible, mais très vite, lorsqu'ils vont prendre la route du Nil, c'est-à-dire traverser le désert, ils sont confrontés à l'absence d'eau, à l'absence de nourriture, et ce sera une constante. De temps à autre, bien entendu, ils tombent sur des réserves, mais le plus souvent, c'est cette absence qui pose problème. S'y ajoute la chaleur pendant la journée, le froid pendant la nuit. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils arrivent avec leur uniforme, qui est un uniforme de drap de laine, qui est donc assez chaud. On va prendre la décision un peu plus tard de remplacer cet uniforme par un uniforme de toile. Et là, on s'aperçoit que finalement, comme les hommes vivent la nuit aussi lorsqu'ils sont en campagne, en plein air, ils ont froid. Donc on va revenir à l'utilisation de la laine avec les difficultés pour en trouver. Enfin, ce sont des aspects qui peuvent paraître pratiques, mais une armée qui est mal nourrie, qui est mal habillée, mal chaussée, une armée de fantassins. Au départ, il y a quasiment pas de cavaliers. C'est ce qui d'ailleurs explique cette progression finalement assez lente et cette obligation de lutter sur le plan militaire contre des troupes qui sont des troupes montées, puisque à la fois les Mamelouks, on va peut-être y revenir, mais aussi les Arabes dans le désert sont des nomades qui sont à cheval ou qui sont montés sur des chameaux, c'est-à-dire des troupes qui sont beaucoup plus rapides qu'un simple fantassin. Et là aussi, on voit comment s'opère cette asymétrie dont on parlait dans une guerre qui est une guerre de ce point de vue inhabituelle pour les soldats français. Malheur aux soldats qui traînent un peu. Vous décrivez là aussi tout au long de votre livre le fait que ce sont des colonnes au fond, et que s'il y a des soldats qui sont un peu isolés, ils peuvent très vite être sous le coup du sabre mamelouk. Alors, les soldats ont tendance, comme ils le font toujours, à rester en arrière, à marauder, à essayer de trouver des vivres dans les villages ou auprès de tel ou tel paysan. Mais là, ils s'aperçoivent que s'ils restent en arrière, ils sont une proie facile
pour les cavaliers, alors qui sont pas tellement les cavaliers mamelouks en l'occurrence, mais plutôt les cavaliers arabes, c'est-à-dire ces nomades qui vivent à la fois de l'élevage de troupeaux de moutons, mais aussi de rapines ou de raquettes sur le dos des villages de la région. Donc ces Arabes qui vont très rapidement s'emparer des soldats isolés, soit les faire prisonniers, soit les tuer sur place, avec des méthodes qui vont parfois troubler les soldats français, en particulier la décapitation systématique des soldats tués ou même simplement blessés. Et les soldats français découvrent ces corps mutilés. Alors, ils vont rapidement adopter les mœurs des Égyptiens, et à leur tour, lorsqu'ils feront des prises de guerre, on les verra eux aussi couper des têtes. Donc, c'est un processus qui va enclencher cette accélération de la violence de guerre dont on parlait. Même Napoléon utilise la méthode et il en parle dans ses lettres. Napoléon Bonaparte a en effet prescrit des décapitations pour semer en quelque sorte la terreur dans les villages qui se rebellent, et il le dit très clairement, 4 à 5 têtes par jour, 7 à 8 dans une autre circonstance. Il donne des ordres très clairs en la matière. Alors il est vrai que les Français sont habitués à la décapitation, mais sous une autre forme, c'est par le biais de la guillotine, mais en quelque sorte cette idée de reproduire la terreur dans le pays que l'on va conquérir ne pose pas véritablement problème, même si l'on voit un homme comme Barras découvrant a posteriori, il l'écrit dans ses mémoires, les lettres du jeune général Bonaparte, explique que si on les avait connus au moment où il s'est présenté comme un fervent partisan de la civilisation, c'est-à-dire au moment où il prend le pouvoir en 1799, cela lui aurait peut-être davantage nui. Alors venons-en aux batailles, et peut-être la première d'entre elles, vous allez nous le dire. Alors il y a la prise d'Alexandrie, bien évidemment, il se dirige ensuite vers le Caire, et il y a cette bataille des pyramides. Nous sommes le 21 janvier 1798, avec la fameuse phrase de Napoléon, du haut de ces pyramides, de ces monuments, 40 siècles nous observent. Est-ce que cette légende de la bataille des pyramides est justifiée? Elle fait partie des grandes batailles napoléoniennes? C'est incontestablement une des grandes batailles napoléoniennes, une des grandes victoires également de Bonaparte, et une victoire française. Et comme dans d'autres circonstances, on voit que la dénomination de la bataille joue un rôle important. En réalité, la bataille se produit aux portes du Caire, dans la région d'Ambabé, assez loin des fameuses pyramides de Gizeh, qui sont qu'on aperçoit dans le lointain, mais Napoléon a compris que en désignant la bataille sous ce nom, il lui donnerait beaucoup plus de poids que s'il l'avait appelée la bataille d'Ambabé ou même la bataille du Caire. Donc il y a une vraie volonté de laisser une trace dans l'histoire, de la même façon qu'en 1812, on retiendra pas le nom de Borodino côté français pour parler de la grande bataille contre les Russes, mais de bataille de la Moskova, parce que ça donne l'impression que même si on est à 100 km de Moscou, on est aux portes de la grande ville russe. Donc c'est un peu la même chose qui se produit en Égypte. Et puis surtout, cette bataille a atteint cette dimension mythique parce que c'est une bataille qui va opposer deux armées totalement différentes. L'armée française, essentiellement composée de fantassins d'un côté, il y a quelques cavaliers mais qui vont pas prendre part au combat, et une armée qui est essentiellement composée, en tout cas pour sa principale force, de cavaliers. Ce sont les fameux Mamelouks, ces cavaliers qui sont très bien entraînés, qui effraient les soldats français, qui ont une très grande réputation d'hommes, de professionnels de la guerre. Ce sont pour la plupart d'anciens esclaves qui ont été achetés dans le Caucase, comme cette tradition s'était perpétuée depuis plusieurs siècles, et qui gouvernent l'Égypte en réalité, puisque le système, et là on en vient au fonctionnement de l'Égypte avant l'arrivée des Français. Quand on dit que l'Égypte est gouvernée par les Mamelouks, cela signifie que, bon, bien sûr, il y a un pacha qui est l'envoyé, le représentant du sultan ottoman, mais en réalité, le pouvoir est entre les mains d'un groupe de Mamelouks, qui sont 24, qu'on appelle les Beys, et qui eux-mêmes ont autour d'eux une armée qui est composée à leur image, c'est-à-dire d'anciens esclaves qui ont été formés au métier des armes. Et chose qui est assez intéressante, ce sont à l'origine, pour la plupart, des chrétiens du Caucase, des Grecs, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des orthodoxes, qui ont été islamisés, ce qui explique que Napoléon
lorsqu'il s'adresse aux Égyptiens, va leur dire qu'il vient les libérer de la tutelle de ces hommes qui, en quelque sorte, ne sont pas de vrais musulmans, ou en tout cas ne sont pas des musulmans de naissance, et au contraire les oppriment, puisque les Mamelouks vivent sur le terrain, vont s'appuyer donc sur des populations locales, et en même temps, bien sûr, défendre le pays, et c'est ce qu'ils vont tenter de faire à la bataille des Pyramides, en multipliant les charges contre l'armée française, cette armée qui va utiliser la fameuse tactique de la transformation de l'armée en carré, qui va briser les assauts de la cavalerie, puisque ces carrés, ce sont donc il y a 5, pour dire les choses clairement, il y a, je l'espère, il y a 5 divisions. L'armée est divisée en 5 groupes, et elles vont chacune former un carré. C'est-à-dire que on se met en colonne, il y a 6 rangs de chaque côté, et les hommes vont évidemment tirer sur les cavaliers qui approchent. Ces cavaliers, ne pouvant pas pénétrer les carrés, vont se déployer sur les côtés, où ils rencontrent à nouveau une résistance, qui est souvent d'ailleurs une résistance double, puisque les carrés sont à proximité, et même s'ils passent par derrière, ils se retrouvent toujours face à des fusils, face à des baïonnettes, et donc ne peuvent pas rentrer dans le carré. Et donc, comme ce sont des cavaliers qui n'ont pas l'habitude de charger en groupe, comme on le verra dans les grandes charges de l'époque napoléonienne comme à Eylau, ils chargent de manière individuelle, ils sont très rapidement dispersés, et c'est ce qui va faire la force de ce système, et qui va permettre à des fantassins de vaincre une cavalerie, ce qui, dans l'esprit du temps, était impensable, puisque on considère à l'époque que la cavalerie domine toujours sur l'artillerie, et qu'en principe c'est la cavalerie qui doit pouvoir balayer une troupe de fantassins. Et bien ce ne sera pas le cas en Égypte. Alors génie militaire d'un côté au pied des pyramides, mais de l'autre une défaite terrible, puisque c'est une défaite maritime. Alors on sait que c'est une mauvaise habitude de la part des Français, mais il y a la défaite d'Aboukir qui elle va réellement poser un problème, puisque au fond les soldats ne savent après cette défaite qu'ils ne pourront plus vraiment rentrer. Alors ça, c'est un des grosses difficultés que rencontre Bonaparte. Bon, on a beaucoup épilogué sur le fait de savoir pour quelles raisons la flotte française, c'est-à-dire la flotte de guerre qui ne pouvait pas venir prendre position dans le port d'Alexandrie, qui est trop étroit, trop difficile d'accès. Donc dans le port, en fait, il y a 2 ports à Alexandrie, se sont réfugiés les plus petits bateaux, c'est-à-dire les bateaux marchands qui ont convoyé les troupes jusqu'en Égypte. Mais la flotte de guerre, elle, et notamment les 13 vaisseaux qui la composent, sont allés s'installer en rade d'Aboukir, attendant des ordres. Napoléon leur avait intimé l'ordre d'aller à Corfou, l'ordre serait mal arrivé. Bref, les bateaux sont là et vont se trouver face à la flotte anglaise, qui parvient à détruire en effet l'escadre française, qui s'était placée le long de la côte, en espérant qu'en se liant les uns aux autres, les navires parviendraient à former une sorte de bloc qui ne serait pas conquis, en tout cas détruit par la flotte anglaise, et ça, ce ne sera pas le cas. Bon, c'est effectivement une très lourde défaite qui fait de l'armée française une armée prisonnière de sa conquête. Il n'y a plus de moyens de rentrer en France. Alors, il y aura des contacts. Il y a des navires qui vont faire l'aller-retour entre les 2 pays, mais il est impensable de recevoir des renforts nombreux de France, et il est surtout impensable de renvoyer en France l'armée qui a conquis l'Égypte, alors que c'était aussi un des projets de Bonaparte, qui n'avait pas nécessairement à l'origine l'idée de rester très longtemps sur place. Est-ce que ça ne participe pas justement de cette violence en retour, du fait d'être pris comme dans une impasse, dans un pays maudit, sous le soleil, avec toutes les difficultés inhérentes à la vie de ces soldats? Voilà, ça a participé ça a été une des causes de la violence des soldats? Alors, ce qui provoque la violence des soldats, c'est effectivement les conditions de vie sur place, mais c'est aussi le fait que la guerre s'enlise, et que cette guerre prend un tour nouveau à partir de septembre 1798, lorsque l'Empire ottoman, qui est la puissance tutélaire de l'Égypte, décide d'entrer en guerre contre la France et va alimenter
dans le pays l'idée d'un sursaut national, ou plutôt religieux d'ailleurs, puisque c'est le thème du djihad qui est développé dès le mois de septembre 1798 et qui permet aux soldats sur place, enfin aux troupes sur place, notamment aux Arabes, de continuer le combat. Et ce sera vrai aussi des Mamelouks qui vont reprendre les armes avec Mourad Bey en Haute-Égypte, mais aussi avec Ibrahim Bey dans le delta. Donc qui reprennent les armes contre les troupes françaises, épaulés par d'autres hommes, notamment dans le delta, qui multiplient les actions contre les troupes françaises. Bref, l'insécurité est permanente et l'Égypte ne sera jamais véritablement conquise. On peut estimer qu'au moment où Bonaparte la quitte, le territoire est à peu près sous contrôle, mais ça n'est qu'un contrôle très imparfait, et les poches de résistance sont toujours présentes, et il y a toujours la possibilité d'une éruption générale dans le pays. Il y a aussi la révolte intérieure au fond, parce que vous présentez au lendemain de la bataille des Pyramides, l'arrivée au Caire, la ville est quasiment vide, et il faudra attendre 2-3 mois avant qu'il y ait des premières révoltes de la part des habitants. Alors la révolte du Caire du mois d'octobre 1798, elle s'explique justement par l'entrée en guerre de l'Empire ottoman et par cet appel au djihad qui a été relayé par les autorités religieuses sur place et qui fonctionne. S'y ajoutent aussi des réformes qui ont été entreprises par les Français dans la ville du Caire comme dans le reste de l'Égypte, et en particulier une réforme fiscale qui mécontente la population égyptienne et c'est ce que nous dit en tout cas l'un des observateurs égyptiens, Al-Jabarti, des événements, qui est une des causes premières de la mobilisation populaire au cours de cette révolte, qui en revanche associe moins les notables égyptiens, qui restent beaucoup plus en retrait. Et d'ailleurs Al-Jabarti lui-même est assez défavorable à ce mouvement populaire qui a été organisé par les oulémas et qui va s'avérer extrêmement violent, puisque plusieurs centaines de soldats français, au moins 250, sont tués, dont le général Dupuy, qui était le gouverneur de la ville. Et en retour, la répression est extrêmement farouche. Elle va conduire à plusieurs milliers d'Égyptiens, de Kérotes tués. Elle va conduire aussi à la prise de la mosquée d'Al-Azhar, qui est à la fois un centre religieux, le plus important centre religieux, mais aussi une sorte d'université. Donc c'est vraiment le repère pour les musulmans. Et l'entrée des chevaux dans la mosquée, la répression qui est conduite autour et même dans la mosquée va beaucoup mécontenter les Égyptiens et va conduire finalement à agrandir le fossé entre l'opinion égyptienne, qui n'était déjà pas très favorable à l'occupation, et l'armée française. Pourtant, on voit un Napoléon qui tente de se concilier l'islam. Une de vos citations, n'est-ce pas nous qui avons détruit le pape qui disait qu'il fallait faire la guerre aux musulmans? N'est-ce pas nous qui avons détruit les chevaliers de Malte parce que ces insensés croyaient que Dieu voulut qu'ils fissent la guerre aux musulmans? Il y a vraiment une volonté de concilier, vous le dites vous-même, la République et l'islam. C'est un des éléments intéressants de l'histoire de Bonaparte, c'est sa volonté de s'intéresser aux religions et de s'intéresser en l'occurrence à l'islam. Il a lu le Coran, il a parlé avec des orientalistes, Venture de Paradis par exemple, sur le bateau qui le conduit en Égypte. Il a immédiatement des contacts avec les autorités religieuses au Caire lorsqu'il arrive dans la ville. Il va organiser le fameux divan qui est une réunion de notables. Donc il veut s'appuyer sur les notables égyptiens. Il veut aussi respecter l'islam. Il le dit dans la fameuse déclaration du 22 juin à ses soldats: respecter l'islam, respecter le Coran, l'Alcoran comme il dit à l'époque, respecter les femmes égyptiennes également, en expliquant aux soldats qu'elles n'ont pas les mêmes habitudes, que les coutumes sont différentes de celles de l'Europe. Donc cette idée de tolérance, de respect est présente dans ses écrits, et il va multiplier les gestes en direction des autorités musulmanes. Il va même faire célébrer l'anniversaire de la naissance de Mahomet quelques semaines plus tard, en se présentant lui-même en habit musulman. Bref, il y a toute une série de gestes qui vont dans ce sens, et encore après la révolte du Caire, et encore au moment où il s'engage dans la campagne de Syrie.
Mais ces gestes ne sont pas toujours perçus par les musulmans et ne sont pas toujours acceptés par eux. C'est incontestable. Alors la citation que vous évoquez est assez intéressante parce que dans la légende napoléonienne, telle que d'ailleurs il a voulu la forger à Sainte-Hélène en dictant des mémoires sur la campagne d'Égypte et de Syrie, il laisse entendre qu'il finalement s'est lancé dans une nouvelle croisade sur les pas de Saint-Louis. En 1798-99, dans ses écrits, il n'est jamais fait allusion à Saint-Louis ni aux croisades, mais au contraire, et la citation en question le démontre bien, c'est l'idée d'une France révolutionnaire qui apporte les idées de la Révolution et qui rappelle en l'occurrence que elle a été déchristianisatrice. Il fait implicitement allusion à la politique de déchristianisation des années 93 et suivantes, et ce d'autant plus que l'armée française, dont est issue celle qui est présente en Égypte, a été l'un des vecteurs de cette déchristianisation, et c'est encore plus vrai lorsque on pense en effet à la formation de la République romaine, à l'arrestation du pape qui a été envoyé en captivité à Valence. Bref, il y a toute une série d'éléments, sans parler bien entendu, même si à l'époque ça n'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées, mais la fin de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en tout cas la fin de sa domination sur Malte, a pu aussi être utilisée en ce sens. Donc il y a une volonté d'utiliser ces éléments, mais dans d'autres textes, il va aussi rappeler, en particulier à ses soldats, qu'il faut être tolérant à l'égard des musulmans, comme les soldats l'ont été en Italie à l'égard des catholiques, voire à l'égard des juifs. On songe aux minorités de Bologne notamment. Pourquoi aller en Syrie, Jacques Ollier-Boudon? L'expédition de Syrie, c'est d'abord une expédition pour mettre un terme à la mobilisation des troupes syriennes dans le cadre de la guerre contre l'Empire ottoman, puisque le sultan a demandé au pacha de Syrie de mobiliser ses troupes et d'aller faire la guerre contre Bonaparte. Et d'ailleurs, ces troupes ont pris la ville d'El Arish, c'est-à-dire la ville qui est à la frontière entre la Palestine et l'Égypte, dans le Sinaï. Et donc c'est dans cette perspective-là, c'est pour faire la guerre aux Ottomans que Napoléon Bonaparte s'engage dans cette campagne de Syrie qui va le conduire à remonter avec son armée, qui est quand même une armée importante. C'est près de la moitié de ce qui reste du contingent arrivé en Égypte, à peu près 13 à 14 000 hommes, qui prend la route de la Palestine, qui va remonter le long de la côte, s'emparer d'El Arish, puis ensuite s'emparer de Jaffa, et dans des conditions extrêmement violentes également, puisque la prise de Jaffa est une conquête qui se fait à l'issue de pillages qui durent plusieurs heures, plus d'une journée, alors que théoriquement cela aurait dû s'arrêter au bout de 24 heures, et avec des scènes horribles qui sont décrites, y compris par ceux qui y ont participé. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est de voir que dans les mémoires des contemporains, on n'hésite pas à dire la violence telle qu'on l'a soi-même pratiquée ou vu pratiquer, ce que l'on ne retrouve pas avec une telle intensité dans les mémoires, par exemple, sur les guerres européennes, mais qui s'explique par le fait que précisément face à une population qui est d'une autre nature, qui a une autre culture, une autre religion, finalement, les soldats français considèrent qu'ils ont affaire à des barbares, le terme est utilisé, et que donc face à des barbares, la guerre telle qu'on l'a conduit dans, entre guillemets, la civilisation européenne n'a plus cours, et qu'on peut donc s'en détacher. Alors les troupes vont jusqu'au mont Tabor, ils passent par Nazareth également. Oui. En revanche, ils ne vont pas à Jérusalem. Vous évoquiez Jaffa, il y a les pestiférés de Jaffa, il y a cette victoire du mont Tabor qui est tout un symbole également. À chaque fois, en dépit de cette violence, en dépit de cette difficulté, en dépit de ces prisonniers qu'on passe par les armes, parce qu'on ne fait pas de prisonniers, eh bien, l'image reste malgré tout positive. On voit Napoléon non pas guérir, mais visiter les pestiférés de Jaffa, et on voit cette victoire au mont Tabor. Est-ce qu'il se rêve, est-ce qu'il se voit en Alexandre? Alors, il est certain que le souvenir d'Alexandre est présent. On le voit dans ses écrits. En arrivant à Alexandrie, il salue la ville fondée par Alexandre. Et on sait que l'hypothèse de poursuivre la campagne de Syrie si elle avait été victorieuse jusqu'aux Indes était une hypothèse envisageable, même si elle paraît un peu
utopique. La légende est en réalité double. Dès l'époque qui nous intéresse, 1799-1800, les Anglais, par exemple, ont mis en avant le fait que Napoléon avait fait tuer des prisonniers ottomans après la prise de Jaffa, ou même avait fait administrer du poison à ses soldats atteints de la peste pour éviter qu'ils ne soient pris par les Anglais ou les Ottomans, qui ce sont des faits avérés, bon, même si les proportions peuvent varier entre ce qu'expliquent les Anglais, notamment Wilson, qui est l'auteur du livre qui a beaucoup contribué donc à la légende noire de Napoléon, et ce que diront les Français, mais ce sont des faits avérés. Lorsque Napoléon rentre en France, il a à cœur d'effacer finalement cette légende noire, et le tableau de Gros, les pestiférés de Jaffa, participe de la construction d'une légende par la peinture qui est très efficace, puisque ce tableau, c'est celui qui est montré au salon de 1804, au moment même où Napoléon vient d'être proclamé empereur et va être sacré à Notre-Dame, et on le voit donc dans un lazaret, le lazaret de Jaffa, rendant visite à des soldats et touchant lui-même l'un des soldats torse nu avec sa main dégantée, ce qui laisse entendre d'une part qu'il ne craint pas la contagion, et veut dire par là qu'il est en quelque sorte protégé des dieux ou de Dieu, et qu'il ne craint donc pas de mourir. Et puis il y a aussi la référence à la pratique ancienne, à cette idée que les rois de France étaient des rois thaumaturges et que au lendemain de leur sacre ils pouvaient guérir les écrouelles. Donc il y a cette idée qui est aussi, même si elle n'est pas explicitée, qui est présente en arrière-plan. Le nouveau souverain, le nouvel empereur peut guérir ses soldats, en tout cas protéger ses soldats, et à travers les soldats le peuple français. C'est le message aussi qu'il veut faire passer à travers ce tableau. Alors, Bonaparte ne reste pas longtemps au fond en Égypte. Il reste un peu plus d'un an, un an et un mois. Il rentre, il arrive à passer la Méditerranée. Kléber reste, il est assassiné. Vous décrivez tout le supplice de l'assassin. Il est remplacé par Menou. Mais encore une fois, en dépit du fait que ça soit un échec, Bonaparte, quand il rentrera, sera acclamé. Bonaparte décide de rentrer en août 1799, donc il est arrivé début juillet à Alexandrie. Effectivement, ça fait un peu plus d'un an de présence sur place. Il décide de rentrer parce qu'il a appris que en France, les événements s'étaient bousculés, que les armées européennes, c'est la fameuse deuxième coalition, étaient en train de vaincre un peu partout les armées françaises. Et puis, il a pris conscience qu'il n'avait plus rien à faire en Égypte. Il a échoué au cours de la campagne de Syrie. Le reste de l'Égypte est à peu près pacifié. Il décide donc de rentrer, et il rentre avec quelques centaines d'hommes seulement, et surtout le noyau de ses proches. C'est vraiment le noyau qui va construire ensuite avec lui l'Empire, qui revient en France, où il est acclamé. Il a pris la précaution de se faire précéder de quelques jours de l'annonce de la victoire terrestre d'Aboukir, qui a été remportée fin juillet par les troupes françaises, donc contre 25 000 Ottomans qui ont été rejetés à la mer. C'est une victoire incontestable qu'il va faire fructifier, bien entendu. On passe sous silence, et l'examen de la presse montre qu'on n'en a rien su. On passe sous silence les échecs de la campagne de Syrie. Donc, un général victorieux qui rentre en France dans un contexte politique, militaire extrêmement difficile, ne peut être qu'acclamé, et c'est ce qui va d'ailleurs le servir pour ensuite pouvoir se réapproprier le coup d'État qui est en train de se mettre en place avec Sieyès pour finir par devenir premier consul. La mode est à l'Égypte. Il y a même ce qu'on appelle à l'époque le retour d'Égypte, la mode au retour d'Égypte. C'est complètement paradoxal, et elle se répand dans tous les arts. On s'habille à l'égyptienne, on décore ses appartements à la mode égyptienne, avec des papiers peints, avec des meubles qui sont inspirés de ce que l'on imagine être le style égyptien. Beaucoup des hommes qui ont participé à cette campagne, ce qu'on appelle les Égyptiens précisément, que ce soit des savants mais aussi des militaires, sont rentrés
certes, il y a eu une capitulation in fine, mais ils ont pu rentrer avec ce qu'ils avaient trouvé sur place. Et donc, on va voir des trésors égyptiens un peu partout dans les intérieurs de ces soldats. Bien entendu, le mobilier urbain, les fontaines, par exemple, vont reproduire des thèmes égyptiens. Et bien entendu aussi, les savants vont écrire. Et parmi les savants qui écrivent, il y a Vivant Denon dès 1802, qui va devenir parallèlement directeur du musée du Louvre, le musée Napoléon. Vivant Denon publie une description d'Égypte qui va connaître un très grand succès. Il décrit son voyage en Haute-Égypte notamment. Et ensuite sera publiée seulement à partir de 1809 la description d'Égypte qui reprend l'ensemble des découvertes des savants en Égypte et qui va là aussi contribuer incontestablement à la fois à la naissance de l'égyptologie et aussi au mythe égyptien, même s'il faut relativiser le succès de cette publication qui est majestueuse, très fastueuse, mais qui ne s'est quand même pas vendue à de très nombreux exemplaires. Alors, échec militaire, mais malgré tout, la France prend rendez-vous en quelque sorte avec l'avenir. Ce sont vos derniers mots, les derniers mots de votre conclusion. Est-ce que la future conquête de l'Algérie va bénéficier en quelque sorte de l'expérience acquise au moment de la campagne d'Égypte ? En partie parce que il y a des hommes qui ont participé aux deux campagnes, et puis surtout parce que l'armée a pris conscience en Égypte que sur ces terrains-là, c'est une armée différente, il y avait des méthodes à mettre en œuvre qui n'étaient pas celles que l'on utilisait en Europe. Donc incontestablement, la campagne d'Égypte va servir ensuite à la conquête de l'Algérie, et plus généralement aux conquêtes coloniales, parce que la conquête de l'Égypte en 1798 et l'installation de l'armée française avec Bonaparte, Kléber et surtout Menou, qui a un vrai projet colonisateur, c'est une guerre coloniale, c'est une conquête coloniale qui en quelque sorte préfigure les conquêtes du 19e siècle. Eh bien, merci beaucoup Jacques-Olivier Boudon d'être venu évoquer donc au micro de Storia Voce cette campagne d'Égypte. Il s'agit du titre de votre livre, donc la campagne d'Égypte, un livre paru chez Belin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une nouvelle édition de Nos Grands Entretiens.